Et pour vous parler du numérique et des enjeux de demain, ça nous a semblé logique d'accueillir un paléoanthropologue. Ça vous choque? Pas un spécialiste de l'agilité, accro au media snacking et ultra pointu sur le user generated content. Pas un chief data officer de licorne qui nous parlerait de cross-canal et de ultra mining. Non. Notre premier intervenant, c'est un paléoanthropologue et maître de conférence au Collège de France en plus. Il s'adresse à vous pour vous parler de l'évolution morphologique et sociale de l'homme. Ses recherches l'ont amené à s'impliquer au début des années 2000 dans les questions de société qui agitent notre débat public aujourd'hui. Par exemple, les discriminations à l'égard des femmes et des minorités, ou encore la défense de la laïcité. Mais depuis quelques années, ce sont ces travaux sur les processus d'innovation et d'adaptation qui excitent la curiosité, non pas des scientifiques, mais des grands acteurs du monde économique et social et les chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce que l'évolution de l'homme ne s'arrête pas à nous, sapiens sapiens. Elle est encore en cours, cette révolution. La révolution numérique va évidemment changer nos organismes, nos capacités cognitives, nos biologies aussi. Alors je sais ce que vous vous demandez. Est-ce que nos descendants auront plus de pouces pour taper encore plus vite des SMS ? Peut-être. Mais encore plus intéressant, ces générations qui grandissent avec le numérique vont avoir, c'est certain, une façon de consommer qui n'aura rien à voir avec la nôtre. À l'heure où une ado arrive à fédérer des millions de jeunes de par le monde avec une pancarte et à interpeller, voire carrément à faire fléchir les plus grands chefs d'État, comment est-ce que les entreprises, comment les entrepreneurs que vous êtes, pourraient-ils ne pas avoir à changer leur mode de production et leur système de priorité ? Comment les entreprises vont-elles devoir s'adapter ? Comment elles vont devoir évoluer ? Eh bien, qui mieux placé qu'un paléoanthropologue pour nous parler d'adaptation et d'évolution ? Personne. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Monsieur Pascal Pic. Merci, quelle présentation. Alors d'abord, je suis très heureux d'être ici, évidemment. Merci, Président, merci à tous les vice-présidents. Alors vous savez, moi je connais bien les sociétés de singes, c'est très marrant. Il n'y a que chez l'homme où il y a autant de présidents dans le même groupe. C'est une particularité de l'homme d'ailleurs qui est absolument passionnante en termes d'éthologie. Heureux d'être ici parce que c'est vrai, paléo-anthropologue, quand mes enfants étaient jeunes, je vivais en banlieue. Et en début d'année, vous savez, il y a la question, c'est quoi les métiers des parents? Alors je les avais dressés, tous les trois. Et il disait paléo-anthropologue. Parfait. Et ça donnait 2 questions dans la salle de classe. C'est quoi ce métier de bouffon? Et deuxièmement, combien ça gagne? Donc, et là, vous savez que je vivais en banlieue. Donc, oui, paléoanthropologue. En effet, lorsqu'on parle de mon métier, qui est absolument fascinant, bien sûr, on pense au grand passé. Lucie, Néandertal, les Australopithèques, et vous savez certainement, même sans être très attentif, combien ça ne cesse de changer dans mon domaine. Alors d'emblée, on va balayer un cliché. Un paléanthropologue, c'est pas un gars qu'on sort du musée de l'homme tous les 6 mois, qui a une blouse blanche, qui sent la naphtaline, qui sort des propos incohérents et qu'on remet au placard pendant 6 mois. Au risque de vous surprendre, nous sommes toujours les premiers utilisateurs des nouvelles technologies. La question des origines est une question universelle. Il n'y a pas une culture depuis au moins 1 million d'années qui ne se pose pas la question de d'où venons-nous. Les sciences tentent d'y répondre depuis 2 siècles avec leur mode d'interrogation du monde tout à fait particulier. Mais évidemment, nous sommes très dépendants des technologies. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur ». Alors, pour les grands spécialistes des data sciences ici, nous, ça fait 3 siècles qu'on fait des data sciences. Et oui, parce que les théories de l'évolution, mes chers amis, ça ne vient pas des fossiles. Ça vient de la manière dont on analyse les données. Et la manière dont on indexe les données, c'est-à-dire les caractéristiques des espèces, et avec les algorithmes et le type d'algorithme qu'on utilise, eh bien, quand je suis rentré dans ce domaine il y a 30 ans, on ne savait pas où étaient les origines de l'homme. Aujourd'hui, on est capable de dire qu'il y a des espèces humaines dont nous avons des gènes qui nous restent à découvrir. Donc, l'analyse des données est au cœur, justement, de ce qu'on va voir, cette révolution cognitive qu'on est en train de connaître et qui va certainement, et qui a déjà apporté beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, en effet, les deux introductions montrent très bien les grands enjeux du numérique et votre présence, évidemment, en témoigne, d'autant plus que le succès est là, d'une année après l'autre. Et on a beaucoup parlé de renaissance. Et dans la renaissance, il y a quand même un petit souci. C'est une merveilleuse aventure. On parle beaucoup de Léonard de Vinci, bien évidemment.
Et Léonard de Vinci, avec Descartes, avec Francis Bacon en Angleterre, tout ça c'est à peu près la même époque, pas tout à fait, mais c'est l'émergence et l'installation de la pensée rationnelle et mécaniste. On rentre dans l'âge de la mécanique. La pensée cartésienne est une pensée très rationnelle et mécanique. Francis Bacon, c'est autre chose, on va y revenir, parce que c'est ça justement qui est en train d'éclater dans notre capacité donc d'analyser le monde et de comprendre les données. Mais néanmoins, si vous avez en mémoire, surtout dans cette belle région, des tableaux de la Renaissance ou des villes de la Renaissance, on vous raconte dans les livres d'histoire que c'est aussi à nouveau une pensée qui s'intéresse à la nature. Ok, mais elle est à côté de la nature. Si vous regardez des lithographies ou des tableaux des villes, notamment comme Florence, mais ensuite ça sera le cas dans les autres villes de la Renaissance, vous n'avez pas dans ces villes un seul élément de nature, vous n'avez pas un seul animal. Donc ça commence avec l'utopie de Thomas More jusqu'à Le Corbusier, moi je ne supporte pas, mais enfin qu'importe, jusqu'à Le Corbusier. C'est l'idée que l'homme doit construire et développer son progrès par-delà la nature. C'est l'idée sous-jacente qui est encore en partie présente aujourd'hui dans les enjeux qui concernent l'économie de nos sociétés. Est-ce que l'économie va à l'encontre de l'écologie et surtout l'écologie à l'encontre de l'économie? Eh bien ça, c'est 5 siècles d'une pensée humaniste qui a apporté bien sûr beaucoup de choses, mais qui était basée sur ce postulat. À travers la connaissance, à travers l'éducation, le savoir, l'histoire, la philosophie, mais également les sciences et les techniques, les hommes doivent bâtir leur devenir pour la seule humanité et sans se préoccuper de la nature. Donc ce n'est pas un discours contre la nature, mais c'est un discours qui a oublié la nature, donc l'écologie. Et c'est ça, évidemment, qui se rappelle à nous. Vous allez voir, comme depuis un an, ces prises de conscience, qui sont quand même sous-jacentes depuis un petit bout de temps, sont en train donc de se concrétiser. Tout à l'heure, vous allez voir une conférence de Madame Inès Léonard-Buzy. En fait, ce qui manquait, vous allez voir de Léonard de Vinci à Madame Léonard-Buzy, quel changement. Donc, en termes de conception, j'entends. Alors, aujourd'hui, quelle est la remise en cause à laquelle nous sommes confrontés? Dans mon travail, je m'intéresse à quelque chose qui a été négligé dans nos conceptions du progrès et sur lequel le président Obono nous a bien avertis. Le progrès, ce n'est pas que les techniques. C'est comment ces techniques sont en rapport avec la société, ce changement, qu'elle en ait conscience ou pas. C'est ce qu'on appelle l'idéal, pas l'idéologie, l'idéal. Et là, il n'y a pas besoin de faire de démonstration. Est-ce que vous vous souvenez d'un monde avant le smartphone? Oui, bon, il y a des préhistoriens. Mais regardez à quelle vitesse nos usages ont changé. Je serais un éthologue, donc un spécialiste du comportement, qui viendrait de la planète Sparte pour observer les chimpanzés et l'homme. Je vous dirais, c'est marrant, les chimpanzés se suspendent et l'homme, il est comme ça. Vous avez remarqué? Dès que vous allez sortir, toum! Ça s'appelle l'épigénétique, ça. Alors ça, par rapport à vous, madame, qui avez dit est-ce qu'on aura plusieurs pouces, moi je pense qu'on va transmettre aux générations suivantes le comportement au-dessus des gènes dès la naissance. Allô? Vous avez vu comment on change nos comportements rapidement? Nous sommes très plastiques. Alors, ce qu'on avait oublié, c'est qu'aucune espèce n'évolue seule. Nous coévoluons, c'est le terme. Aucune espèce n'évolue seule, et regardez, comme la médecine nous le rappelle aujourd'hui, tel que vous êtes là, 80% des micro-organismes qui vous composent ne sont pas à vous. C'est ce qu'on appelle le microbiote et le microbiome. Vous n'avez que 23 000 gènes, 20 000 même, et vous avez en fait 100 000 gènes avec tous ces micro-organismes qui, on le sait maintenant, participent à votre immunologie, votre santé, etc. Et ça, on le sait maintenant, pourquoi? Parce que les data, les algorithmes nous permettent d'analyser les données complexes de la génétique, les données complexes de l'épigénétique, du microbiote et maintenant de l'environnement. Donc c'est ça qui est tout à fait nouveau, parce qu'on le savait évidemment, nous les évolutionnistes. Mais nous n'avions pas les outils, nous n'avions pas la capacité donc de rentrer dans ce monde de l'induction, et c'est là qu'arrive Francis Bacon. Il y a deux façons de bâtir nos raisonnements. Il y a celui que nous développons depuis la Renaissance, et surtout en France, avec notre modèle cartésien, qui est le monde de la déduction, logico-mathématique, séquentielle, rationnelle, rythmée, orientée. Ça, c'est le cerveau gauche. Et nous sommes très forts. Nous sommes très forts pour, justement, analyser des phénomènes
dont nous croyons maîtriser les données, avec des modèles que nous considérons comme validés, vers des objectifs que nous pressentons ou que nous attendons. Ça, c'est un monde dans lequel les problèmes attendent leur solution. Et on sait faire, et ça va continuer. Par contre, nous sommes très mal formés à l'école pour l'induction. L'induction, c'est comment, à partir d'un ensemble de données plus ou moins structurées, on est capable d'en extraire des propositions et des schémas sous-jacents que l'ensuite on va tester. Et c'est ça la révolution qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Donc on a connu pendant 5 siècles un monde avec le progrès en général, mais le progrès est toujours un compromis. Il y a des avantages et des inconvénients, j'y viens dans un instant. Un monde dans lequel les problèmes ou les objectifs ou les projets attendaient leur solution, ce qu'on appelle le solutionnisme. Et nous sommes entrés dans un monde, et c'est exactement ce qui se passe ici avec les startups, dans lequel les solutions attendent leurs problèmes. C'est-à-dire, nous passons du mode de l'innovation lamarckien, Jean-Baptiste Lamarck, au mode d'innovation darwinien. Et je vais revenir parce qu'on a basculé en 2007 dans ce que j'appelle l'espace digital darwinien. Mais cette prise de conscience a pris du temps. Pour quelle raison? Le XXe siècle a été très marqué, évidemment, par les grands conflits entre le bloc donc, dit du monde libre et le bloc dit communiste ou socialiste. Le mur de Berlin, on vient de célébrer les 50 ans, tombe en 1989-91. Et là, Francis Fukuyama, intellectuel américain, nous dit que c'est la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il nous dit que comme le monde libre, entrepreneurial, le monde du libre-échange qui va se développer avec l'OMS, etc., comme ce monde a triomphé et que les autres, évidemment, vont nous rejoindre, donc on pense à la Chine, on pense aux pays émergents, on n'en parle plus aujourd'hui sous ce terme-là, mais néanmoins, c'est l'idée que c'est la fin de l'histoire parce que le meilleur modèle, dans le meilleur des mondes possibles, a triomphé. Donc on s'endort sur nos lauriers et on ne va pas venir donc les autres enjeux. Parce qu'il y a une chose qui est importante. Peut-être que l'histoire pourrait s'arrêter, ça je n'y crois pas une seconde, mais l'évolution, elle, ne s'arrête jamais. Et si je vous demandais, qu'est-ce qui fait que le monde change? Parce que les théories de l'évolution, c'est des théories du changement dans la nature, mais qui concernent l'homme, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps. Il y a d'abord le fait que vous avez des événements naturels, des catastrophes naturelles qui interviennent. Alors ça, moi je suis d'une génération, pourtant je ne suis pas très jeune, mais je ne suis pas encore un fossile. Où, en effet, ma génération n'a connu, pour le monde occidental, bien sûr, ni guerre, ni catastrophe naturelle, ni épidémie majeure. Donc je suis d'une génération qui a connu un progrès comme jamais et qui a connu 25 ans d'espérance de vie en plus, donc ça plombe la retraite par répartition, mais on est encore là pour un petit bout de temps. Deuxièmement, vieillissement de la population, nous avons gagné en santé, nous avons des progrès en médecine, les lois sociales, toutes les avancées sur évidemment le confort, la consommation, trop évidemment, tout ça c'était une évolution comme jamais. Et c'est là qu'on arrive à la véritable raison du changement. Bien sûr, il y a des catastrophes naturelles, mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr, nous devons coévoluer, on s'en rappelle avec la médecine aujourd'hui. Mais la chose que j'ai du mal à faire comprendre, notamment aux grandes entreprises, c'est que la première injonction au changement, c'est le succès. Plus vous avez de succès, plus vous changez l'environnement dans lequel vous avez du succès. Et à partir de là, vous devez vous engager aux conséquences de ce succès. Car nous vivons sur les adaptations du passé, et le vrai enjeu, c'est de construire les adaptations de demain. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui, avec tous les défis donc, auxquels nous sommes confrontés. Ce n'est pas une remise en cause de ce qui a été fait. Je ne suis pas du genre à dire non, c'était mieux avant ou moins bien avant, car c'est le débat qu'on a actuellement. Le débat actuellement, c'est certains se disent « Ouh là là, on a beaucoup de problèmes, hein, les inégalités sociales, j'y reviens, les problèmes d'écologie, ça a été évoqué dans les deux cas, mais en l'occurrence, il y en a qui disent « c'était mieux avant ». Ouais, mon œil. Mais c'est dans les débats. Actuellement, il y en a qui disent « Ah, puis regardez, les chasseurs-collecteurs, ils vivent si bien. Ah, ces gens qui vivent que 30 ans d'espérance de vie, mais ils sont tellement authentiques dans leur rue, ils n'ont pas d'électricité, ils sont tellement bien. » Ben vas-y, mon gars, va vivre à leur place. Hein? OK? Ça, c'est pour les bobos parisiens. Donc une sous-espèce qui est quand même assez agaçante, je dois dire. Non, c'est pas... Il y avait des choses qui étaient bien sûr, mais l'évolution est toujours un compromis. Globalement, ça n'a jamais été aussi bien, mais
c'est la perception et de vrais enjeux de changement qui donc arrivent face à nous aujourd'hui sur l'impulsion du numérique et de l'écologie. Et le président Bonneau l'a rappelé, on ne peut pas dissocier les deux, comme vous allez le voir. Et ce n'est pas pour rien que la Commission européenne en 2019 et le World Economic Forum et le Business Roundtable de New York, tous en 2019, ont mis en place de nouvelles façons de faire de l'économie, du business et du social. Je rentre dans les détails dans un instant. Donc nous sommes évidemment de ce changement-là, mais regardez les changements de paradigme auxquels nous sommes confrontés. Quand le mur de Berlin est tombé, c'était le triomphe des théories de M. Milton Friedman, donc le marché, éliminer l'État. Son fils, David Friedman, est un adepte de ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme, on n'a pas besoin d'État. Et puis son petit-fils est un libertarien hallucinant. Vous savez, les libertariens, c'est les transhumanistes. Et voilà, on est là aujourd'hui, on est un petit peu au milieu du gué. D'autres qui vous disent qu'il faut revenir en arrière, c'était mieux avant, illusion. Et d'autres qui disent, eh bien, de toute façon, les technologies vont nous sauver, c'est le transhumanisme. Et là, évidemment, l'environnement n'en a rien à foutre. En plus de ça, c'est une idéologie dans la plupart des cas, qui est libertarienne, c'est-à-dire que les meilleurs s'en sortiront, les autres, tant pis. C'est ce qu'on appelle le darwinisme social, mais Darwin n'a rien à voir avec ça, et non pas les théories darwiniennes. Donc tout cet enjeu, effectivement, ben c'est tout ça qu'on entend dans les médias, dans les débats, tout ça n'est pas très structuré. Mais alors nous, voilà, est-ce qu'on vient en arrière ou pas? Très clairement, et ça c'est personnel, j'entends parler de décroissance. Mais même ça, ce n'est pas la bonne solution. Parce que de parler de croissance ou de décroissance, c'est l'idée qu'on a toujours le même modèle, qu'il faut accélérer ou ralentir. Non, on doit changer ce modèle. Et comment? Eh bien, aujourd'hui, les solutions sont en train d'émerger, comme on va le voir. Donc, par rapport aux enjeux auxquels on a affaire, il est très clair qu'après l'euphorie de M. Fukuyama, c'est la fin de l'histoire, eh bien, c'est formidable si le capitalisme, avec de gros guillemets, a remporté cette grande confrontation des idéologies et des modèles de société, sauf que quand on a gagné, on devient responsable. Et on doit changer. Et on doit se modifier. Et c'est ce qui est en train donc d'arriver aujourd'hui. Il est quand même étonnant de lire, comme dans The Economist, je lisais ça dans le train, de constater que la star du monde économique, jusqu'à la chute du mur de Berlin, était M. Milton Friedman, qui considérait, vous vous en souvenez, dans sa doctrine, alors j'en passe à la doctrine monétaire, j'y connais rien d'ailleurs, mais en l'occurrence, en ce qui concerne les entreprises, il disait que l'entreprise a avant tout une mission, c'est de rémunérer ses actionnaires, ensuite satisfaire les clients et après peut-être les employés et l'environnement et la société, on n'en parlait pas, et qu'aujourd'hui, l'économiste star du monde entier, c'est Thomas Piketty. Donc vous voyez le basculement d'un seul coup, qui est assez significatif dans le monde en 30 ans, comment le modèle Friedman, donc, qui a triomphé d'une certaine manière, aujourd'hui se revoit percuté d'une manière complètement différente par les idées qui n'ont rien à voir, évidemment, vous êtes d'accord avec Thomas Piketty, mais le fait que l'un et l'autre, à différentes époques, soient sur le devant de la scène dans le débat économique n'est pas évidemment à dissocier de ce qui se passe. Maintenant, que se passe-t-il? Ça, c'est une chose que j'avais malheureusement anticipée. Alors, vous savez, nous autres, les scientifiques, sur le réchauffement climatique, on préférait se tromper. Hein. Et malheureusement, c'est assez agaçant d'avoir peut-être un peu trop raison. Mais voilà, la question, c'est pas avoir raison ou pas. On n'est pas dans un débat philosophique. C'est qu'est-ce qu'on fait. Mais néanmoins, il y a quelque chose que j'avais vu dans un livre qui s'appelle « Qui va prendre le pouvoir ?» Alors ça, c'est pour le premier rang. Les grands singes, les hommes politiques ou les robots. Et là, j'avais regardé un petit peu, c'était juste après le Brexit, hein, et j'avais dit, attendez, on n'en est qu'au début, nous allons connaître un monde dans lequel nous allons vivre avec des bipolarités, c'est-à-dire un changement total auquel personne n'avait compris ce qu'il y avait derrière. Et ça, c'est tiré de travaux, c'est très amusant, c'est convergent entre une partie de mes travaux et des gens du MIT, messieurs Bridger-Folsom et McAfee, qui ont écrit Le premier âge des machines et l'économie des plateformes, un excellent livre, hein, justement pour vous tous là et toutes qui êtes là, par rapport au monde qui change. Je vous conseille de lire le volume 2, qui s'intitule Économie, qui s'appelle donc Machine, plateforme, intelligence artificielle. C'est traduit chez Odile Jacob. Vraiment, c'est le livre à lire, surtout sur l'économie de plateforme. Là aussi, je vais venir dans un instant. La chose étant, on commence à parler de la crise des classes moyennes. Et ça veut dire quoi? Contrairement à une partie de l'analyse de Thomas Piketty, nous ne sommes pas dans un système économique
qui est fait pour produire de l'inégalité. Mais nous sommes dans un système économique qui est en train de changer et qui, de ce fait, provoque des inégalités. Et ça, c'est des modèles qui viennent de l'évolution. Quand une espèce est bien adaptée à son environnement, vous avez de la biométrie, vous faites des courbes, c'est la fameuse courbe de Gauss, vous savez, la courbe en cloche, hein, bell curve, et donc là, vous avez une belle moyenne avec un faible écart type. Là, vous vous dites, beau dromadaire, donc, super, qu'est-ce que l'espèce est bien adaptée à son environnement? D'accord. Maintenant, l'espèce qui est bien adaptée à son environnement voit son environnement changer. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la partie de la population, donc de la courbe, qui va être affectée? Et là, les personnes se trompent une fois sur deux. Beaucoup me disent les extrémités. Non, c'est le centre. Ce qui veut dire que nos classes moyennes aujourd'hui, dans le monde, sont confrontées à un changement socio-économique qui n'est plus en adéquation avec ce modèle qui a marché tellement bien des Trente Glorieuses. La plupart des personnes de mon âge, qui ont la soixantaine, eh bien, c'est des gens qui ont connu une évolution comme jamais en moyenne, qui sortaient de milieux modestes, comme ça me concerne, mais je ne suis pas le seul, c'était généralisé. Ça a été une évolution comme jamais. Et comme ça a été un formidable succès, avec les classes moyennes qui ont connu donc une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité, évidemment, on s'est dit que ça allait continuer comme avant. Eh bien, depuis 10 ans, c'est ça qui est en train de changer. Avec, dans le monde, on n'a jamais eu autant de personnes riches. L'industrie du luxe va très bien. Les plus pauvres sont moins pauvres qu'avant. Donc globalement, nous ne sommes pas confrontés à une dégradation en moyenne du niveau de vie et de la vie des personnes dans les sociétés. Nous sommes confrontés à une perception des inégalités dans un monde qui n'a jamais été aussi riche. C'est ça l'enjeu. Alors la bonne nouvelle, c'est que comme nous sommes dans un monde riche, on va peut-être pouvoir trouver des solutions. Mais cette bipolarisation, c'est ce que nous vivons partout, avec une dissociation des classes les moins aisées par rapport aux plus aisées. Et de ce fait, le mouvement des Gilets jaunes en France est une réponse face à ce risque de déclassement. Et de ce fait, partout dans le monde, ce n'est plus, quand j'étais jeune, cette histoire du dialogue nord-sud, les pays nord du riche, nord riche et sud pauvre. Nous sommes dans tous les pays, à différents niveaux bien sûr, confrontés à cette bipolarisation qui correspond à une phase de transition. Et c'est tous les enjeux donc de cette société auxquels nous sommes confrontés. Il va falloir y répondre. Nous avons changé le monde en 2007 pour 3 raisons. Nous sommes entrés dans l'âge numérique, bien sûr, mais un gars arrive sur scène en 2007, il s'appelle Steve Jobs, et il présente le iPhone, qu'on appelle maintenant de manière générique le smartphone. Et il dit « I'm going to change the world ». Je vais changer le monde. Sauf que lui, il ne sait même pas comment ça va changer. Il va mettre 1 an à comprendre ce qu'est l'économie de plateforme. Steve Jobs. La même année, à partir de 2007, la majorité de la population humaine est urbanisée. Donc nous entrons dans une nouvelle phase de l'humanité où de plus en plus, une proportion croissante de l'humanité va être urbanisée. Alors nous sommes dans la région centre, une très belle région, une très belle ville de Tours. Nous avons une chance extraordinaire en Europe, mes amis. C'est que nous ne savons pas ce qu'est qu'une mégalopole. Nous ne savons pas ce que c'est, par exemple, 20 millions d'habitants comme à Sao Paulo, ou presque 30 à Mexico, ou Shanghai, etc. Nous avons cette chance extraordinaire d'avoir, nous, des villes qui sont encore à dimension humaine, et ça, c'est un trésor qu'il nous faut préserver. Mais en attendant, ce mouvement ne fait que s'accentuer. Et le troisième aspect, c'est l'intelligence artificielle dite moderne, celle qui va donner le machine learning et le deep learning, tout en rappelant que tout ceci est dans les tuyaux depuis 60 ans. Le deep learning, qui est basé sur des systèmes de neurones artificiels, ça commence en 1943. 1943. Avec McCulloch et Pitt. Donc les principes de l'intelligence artificielle existent depuis 50 ans. Donc le monde change en 2007, parce qu'évidemment, smartphone plus data, parce que depuis on n'a pas arrêté de produire des données, urbanisation plus intelligence artificielle, les trois en même temps, c'est les smart cities et les smart territories, c'est l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Et c'est ça aujourd'hui donc, qui est en train donc, de se mettre en place. Donc voilà ce monde tel qu'il arrive, mais on a mis un peu de temps à comprendre. On a mis un peu de temps à comprendre parce qu'au départ, les acteurs de ces changements économiques n'étaient pas ceux qu'on attendait. Et c'est là qu'on bascule dans ce que j'appelle l'espace digital darwinien. Ça veut dire quoi? Il y a des représentants ici ou des gens qui appartiennent à de très grandes entreprises. Le grand modèle qui a été celui du premier âge des machines, en gros fin 18e siècle, fin 20e, donc ça nous concerne, c'était quoi?
Un monde dans lequel les problèmes attendaient leur solution, un monde dans lequel il fallait des financements pour investir dans les moyens de production ou d'innovation ou de commercialisation. Et puis nous autres, nous vendions nos compétences, notre savoir-faire. Voilà, c'est l'entreprise dite moderne. 2000, il y a 11 ans, vous avez un monsieur qui s'appelle Jack Dorsey, avec ses copains et ses copines, ils sont en Californie, ils ont les smartphones, et ils décident de faire un hackathon et de créer une application de 140 caractères envoyée à des amis. Vous avez compris, c'est Twitter. Franchement, une application de 140 caractères envoyée à des amis, ça correspond à aucun projet de grande entreprise, aucun projet gouvernemental, aucun projet d'ONG, aucun projet de l'ONU, aucun projet de l'OTAN, aucun projet de l'OMC. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que justement, des personnes, avec leurs moyens de production dans la main, et c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire les smartphones, sont capables, en se connectant au réseau ou au cloud, d'aller chercher des applications nécessaires pour développer leur application. Ça ne coûte pas très cher. Si cette application n'est pas prise, ça ne coûte rien, ça reviendra peut-être. Si elle est prise, ça peut changer tout un secteur économique. Et c'est comme ça qu'on parle d'ubérisation, parce que quelqu'un attendait un taxi à Paris en 2009, il y a fait 10 ans exactement, M. Kalaïk, le taxi n'arrive pas, et c'est comme ça qu'on rentre dans l'économie de plateforme. Et de ce fait, c'est ça qu'on n'a pas vu venir. Nous avons toujours cette économie classique, parce qu'elle va rester, il ne faut pas se faire d'illusions, contrairement à ce qu'on dit, même avec la révolution numérique, mais qui va maintenant interférer, c'est déjà le cas de manière de plus en plus profonde, avec justement ces transferts d'informations et de data, avec ce modèle donc darwinien. Alors pourquoi darwinien? Darwin, ce n'est pas la loi du plus fort, il faut arrêter les bêtises. Darwin, c'est une théorie des variations. Ça veut dire que des choses, des idées, des éléments, des mutations apparaissent sans que ça corresponde à un projet ou à un besoin de l'environnement. Si ce n'est pas sélectionné, ça ne change rien. Si c'est sélectionné, ça peut changer. Vos gènes ne font que ça. Ils ne font que muter. Si la mutation n'est pas sélectionnée, ça ne change rien. Si elle est sélectionnée, ça peut changer d'un côté ou de l'autre. Ça dépendra de votre santé ou de votre bien-être. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Et notamment en France, on a du mal à comprendre ça parce que la tradition du colmertisme, du centralisme, alors espérons maintenant que depuis plus de 10 ans, les régions vont permettre de nous dégager de plus en plus de ça. C'était quoi l'idée? C'est qu'on avait le plan, on avait des projets, et puis on mettait toute notre créativité, nos compétences pour ça. Ce qui est en train de changer, c'est que, et c'est ce que vous allez vivre, et vous vivez déjà dans ce salon, c'est que le problème des startups qui sont là, eh bien, ce n'est pas d'inventer, parce qu'elles inventent. Leur problème, c'est d'être sélectionnées et de passer de l'invention à l'innovation. Et ça, c'est un changement complètement nouveau, évidemment, qui, en termes de concept, mériterait d'être un peu mieux expliqué dans nos grandes écoles et nos universités. Parce qu'en France, on a du mal à comprendre ce système-là. Il y a deux types d'innovation que nous sommes capables de faire, nous les humains. L'innovation lamarckienne de Jean-Baptiste de Lamarck. L'environnement, le marché changent, donc vous devez mobiliser vos facteurs internes, toutes vos compétences de l'entreprise, pour y répondre. Ça, il faut continuer à le faire, bien sûr. Et puis, vous avez ce monde qui nous a percuté depuis 10 ans, ce qui est celui dans lequel, eh bien, partout dans le monde aujourd'hui, nous avons des personnes avec très peu de moyens qui peuvent créer une application qui a un impact à l'échelle mondiale sur tout un secteur économique. Alors, souvenez-vous de ce qu'on racontait. Il faut toujours se méfier des prospectivistes. Quand j'étais jeune, il y avait les futurologues, un des rares métiers qui n'a pas eu d'avenir. Vous connaissez le nom de M. Jeremy Rifkin? Vous vous souvenez d'il y a 10 ans, plus maintenant, presque 20 ans, il disait c'est la fin du travail. Et il n'y a jamais autant de boulot dans le monde. Les taux de chômage n'ont jamais été aussi bas. Même chez nous, ça arrive à baisser. Et il n'y a jamais autant de personnes qui travaillent. Et nous sommes maintenant sur des chiffres à l'échelle mondiale nettement meilleurs qu'en 2008. En 2008, la Chine n'était pas comme aujourd'hui, évidemment. Donc déjà, méfions-nous de cela. Les gens ont dit les métiers vont disparaître. Mais arrêtez, cacaboudin. C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces gens qui amusent à faire peur? Ah oui, mais on ne connaît pas les métiers de demain. Et moi, je suis fils de prolo et de paysan. Vous croyez que quand j'étais jeune, je connaissais les métiers qui se terminent en log? On regrette les lavandières que j'ai vues, les chiffonniers que j'ai vus, les affûteurs de couteaux que j'ai vus. Bien sûr que ces métiers ont disparu. Puis il y en a eu d'autres. Eh bien, c'est ça qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Et contrairement à la rupture qu'on nous annonçait complètement totale, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.
Est-ce que Uber a détruit le métier de voiture avec chauffeur? Le secteur ne s'est jamais aussi bien porté. Parce qu'avant Uber, vous rentrez dans le taxi à Paris, je ne vais pas citer la compagnie, le gars est en train de cloper, il mange un hamburger, vous écoutez le match de foot ou les grosses têtes, c'est pas sympa. Maintenant vous arrivez, vous ouvrez la porte, bonjour, comment ça va, bouteille d'eau, vous allez bien? Ah ça, merci Uber. Et le marché de voitures, le marché de l'activité donc voiture avec chauffeur n'a jamais été aussi florissante avec de meilleurs services. Airbnb, bien sûr, je comprends les hôtels, mais vous avez vu comment ils se sont adaptés? Le groupe Accor, le groupe Marriott, etc. Eh bien, les prestations dans les hôtels n'ont jamais été meilleures, avec des capacités de réserver, etc. Donc ça a augmenté ces secteurs économiques. Deliveroo, bien sûr, alors il y a des problèmes sociaux, hein, en termes de qualité sociale, emploi, droits des travailleurs. Ok, ça je l'ignore pas. Mais bien évidemment, on voit bien que tous ces apocalypses qu'on nous annonçait ne sont pas là et que, bien évidemment, maintenant, avec 10 ans, on a assez de recul pour voir que ce tsunami qu'on annonçait n'est pas celui, en tout cas, c'est un tsunami, mais ce n'est pas un tsunami qui détruit. Nous avons en fait aujourd'hui une intégration justement autour de ces économies et ces façons donc de faire. Quand j'étais jeune, chercheur, j'avais besoin de lire un article. Alors, je n'habite pas à Paris, donc j'allais prendre le train et le RER. J'allais à la bibliothèque. Ah merde, je ne me suis pas souvenu que c'est là, elle est fermée le mardi. Bon, alors je reviens le lendemain. Je vais dans le fichier. Alors déjà, ça prend un petit peu de temps. Hein. Je trouve ma fiche. Ah non, le livre a été emprunté. Ok. Aujourd'hui, je peux écrire un livre en 9 mois parce qu'avec les liens hypertextes, j'ai accès à toute l'information. Et si je veux un papier, je le tire directement en payant avec ma carte de crédit, etc. Je n'ai pas envie de revenir dans le monde d'hier. Et la recherche n'a jamais été si meilleure. Hein. C'est quand même incroyable. Donc la recherche, évidemment, bénéficie énormément de cela. Donc voilà comment ce monde est. Alors ce n'est pas un monde dans lequel il faut être complètement béat et optimiste, parce que justement, je ne partage pas du tout la vision des transhumanistes qui nous disent on a des problèmes, les technologies vont tout résoudre. Non. Les technologies changent nos visions du monde, changent nos rapports aux autres, changent nos sociétés, et évidemment, ceci doit s'inscrire, c'était très bien dit par les vice-présidents et présidents tout à l'heure, ça doit s'inscrire dans un projet. Et ce projet, évidemment, quel est-il? Ben ça appartient évidemment à chaque nation, à chaque région de les définir par rapport au jeu des possibles, mais regardez les changements qui interviennent. Du côté de l'Europe, avec la nouvelle présidente, on a pris enfin conscience que nous sommes très en retard sur le numérique. Et en effet, il y a un programme qui a été lancé exactement le 12 février, quasiment un an, 2019. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines à peine, l'Europe a lancé le programme Green Deal. Donc on voit bien que les deux sont complètement indissociables. Et un des avantages des régions comme les vôtres, mes chers amis, c'est qu'effectivement, vous parliez de Vierzon, c'est les qualités de vie qu'on peut avoir dans vos régions, tout en étant connectés et travailler. C'est précieux, c'est des trésors extraordinaires. Donc les deux sont indissociables. Mais, est-ce que vous aviez entendu parler donc de cette histoire du 19 août de l'année dernière, ça s'appelle le Business Roundtable de New York. Vous avez entendu parler de ça? Ils ont édité une charte dans laquelle ils disent ceci. Notre business, alors 180 patrons des plus grandes boîtes américaines dans tous les secteurs. Pas tous, évidemment, ce n'est pas le capitalisme de Trump. C'est un capitalisme responsable. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opposition aux États-Unis entre les secteurs économiques, en tout cas les différents types d'entreprises sur ces questions-là. Et ils disent on ne peut pas continuer dans un écosystème dégradé. Si les inégalités sociales augmentent, si la dégradation de l'environnement augmente, les deux sont pris en considération en même temps, eh bien, nos modèles vont s'écrouler. Et on ne pourra pas continuer comme ça. Alors évidemment, il y a eu des réactions. Certains fonds d'investissement ont dit c'est complètement stupide, ce n'est pas notre mission. Et d'autres ont dit attendez. Et c'est là le changement. Vous aurez tout à l'heure une jeune conférencière de la génération qui n'est pas la mienne, bien évidemment. Vous allez voir ce changement de paradigme où, en l'occurrence, les millennials, ceux qui sont nés avec Internet, n'ont pas la même vision du monde que ma génération. Et le grand hiatus, il est celui-là. C'est qu'aujourd'hui, même s'ils en ont conscience, les gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui sont en poste de responsabilité, sont issus d'un autre monde. Ils n'ont pas tous conscience des changements, ce n'est pas le cas ici apparemment, mais c'est ça qui est en train de se jouer. Et en l'occurrence, regardez en ce qui concerne les politiques dites RSE. Il y a 3 façons de faire de la RSE. Une qui était éthique. OK,
je prends conscience de ce que je fais et j'essaye de réduire au maximum mon impact négatif sur l'environnement. C'est déjà un pas. La deuxième étape, c'est philanthropique, c'est-à-dire, OK, j'ai limité au maximum mon impact négatif, mes externalités négatives, mais j'essaye de compenser par de la philanthropie en finançant des projets sociaux, culturels, etc. C'est bien. Mais on n'en est plus là. On en est maintenant à ce qu'on appelle les share values, c'est-à-dire des valeurs partagées. Et je vous donne un exemple concret, ce n'est pas la théorie. Je suis associé à la Fondation L'Oréal pour Women in Science. Je fais partie des Men of Science Supporting Women of Science, ça fait bien. Et là, en l'occurrence, c'est très clair. L'Oréal, lorsqu'ils veulent un marché ou une prestation d'une entreprise, ça n'est pas aux normes de ce qu'est l'éthique homme-femme, ils ne veulent pas, ou alors ils les amènent à monter au niveau. Walmart, qui était extraordinairement critiqué pendant les années, un jeune PDG maintenant depuis 5 ans, qui est évidemment très inscrit d'une manière extrêmement vive sur ces questions, donc zéro emballage. Et ça avance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les millennials, les jeunes, sont attentifs à ces questions-là. Les jeunes diplômés vont être de plus en plus recherchés dans ce monde avec les nouveaux métiers. Et il est très clair qu'ils n'ont pas la vision de carrière qu'il y avait dans ma génération. Ils fonctionnent sur mode projet, et ils n'ont pas tort. C'est-à-dire qu'ils sont dans une boîte, ils bossent super bien, et une fois que le projet est fait, ils se cassent, ils vont faire autre chose ailleurs. Donc aujourd'hui, les enjeux, c'est attirer les millennials et les talents. Et ça, c'est d'abord le métier, ce qu'ils feront, mais aussi l'image de l'entreprise en termes d'innovation technologique, donc le numérique, mais aussi en ce qui concerne son rapport à l'environnement et à la RSE. Une étude de la Harvard Business School, qui est publiée en français d'ailleurs, et Harvard Business Review, que je vous conseille, indique ceci. C'est la prospective, mais c'est l'ordre de grandeur qui est absolument hallucinant. On pense que si les politiques RSE actuelles, mises en place dans les entreprises dans le monde entier et analysées par région, je donne un peu la méthodologie, où là vous avez des grands cabinets, les McKinsey, les Accenture, les Big Four, qui regardent un petit peu ce qui se passe, eh bien si ces politiques aboutissaient, le gain de richesse mondiale serait de 1 400 milliards de dollars par an, je dis bien de 1 400 milliards de dollars par an, et une création d'ici 2025, 5 ans, c'est demain, de 400 millions de jobs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me dire, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ben parce qu'on n'était pas sur le même modèle. Le modèle jusqu'à la chute du mur de Berlin, c'était quoi? Eh bien, il fallait améliorer la consommation, la médecine, l'éducation, les transports, les infrastructures. Ouais, ça a globalement bien fonctionné. Et les externalités étaient gérées par la société. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les externalités, elles sont aujourd'hui prises en compte parce qu'évidemment, on vient de basculer, non pas dans un système où on n'avait plus du tout ou pas du tout de considération de la nation, on passe sur une logique écosystémique. Eh bien, écosystémique, là, ça vient dans mon domaine. Et c'était le terme du World Economic Forum de l'année dernière. Et tout ce que je vous ai dit, le dernier World Economic Forum, ça vient de se fermer, là c'est le 24 janvier que ça s'est terminé, il est basé sur ces deux éléments. On ne pourra pas continuer avec les inégalités sociales et évidemment la dégradation des environnements et la biodiversité. Et de ce fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, ces trois regards nous montrent bien que c'est un écosystème. Vous pouvez avoir du succès, mais si l'écosystème autour de vous se casse la figure, vous tomberez avec à un moment ou un autre. Donc c'est ça les nouvelles logiques qui se mettent en place. On passe des dinosaures aux singes. J'explique. Du temps des dinosaures, vous avez Jurassic Park, chacun faisait son job de son côté. Ok, ils chopent un météorite. Alors, évidemment, ils avaient déjà des problèmes. Les météorites, ça ne fait pas l'adaptation, hein, comme on dit dans les films américains. Nothing personal. Enfin, vous le chopez pas. Ok. Il y a 50 millions d'années, la température sur la Terre était de 15 degrés en moyenne de plus qu'aujourd'hui. Alors, ne dites pas à Trump parce que là, on est mort. Okay, mais la chose étant, vous imaginez qu'il y avait des forêts d'un cercle arctique à l'autre. Et là, c'est le paradis des insectes, des oiseaux et des singes. Et c'est là qu'arrive la première coévolution. Cette première coévolution, c'est que des insectes butineurs ou des oiseaux, comme les oiseaux-mouches, ben, que font-ils? Ils veillent à leurs besoins, ils vont chercher du nectar et du pollen pour faire leur miel, si je puis dire. Mais ce faisant, ils rendent un service gratuit et inconscient à la plante, ils la fécondent. Et la plante fécondée devient un fruit. Et là qui arrive, c'est nous les singes. Mes chers amis, vous n'avez pas idée du boulot que c'est dans l'évolution, de grimper dans un arbre, poser son cul sur une branche pour pas sans tomber. Donc on met la queue, là, comme ça nous stabilise. D'être droit,
de tendre la main, de prendre un fruit, d'inciser, de mastiquer, c'est 20 millions d'années d'évolution. C'est pour ça qu'on a un gros cerveau, nous sommes très sociaux. C'est hyper complexe. Mais néanmoins, les singes, en mangeant les fruits, que font-ils? Ils mangent les fruits, bien sûr. Mais ils se déplacent. Et ils vont distribuer, bien évidemment, les noyaux et les graines, dont certains fermentent en passant le tractus intestinal. Ils sont les jardiniers de la forêt. Bien sûr, c'est inconscient. Mes chers amis, et c'est pour ça que la région et la logique d'écosystème est essentielle aujourd'hui à comprendre. Dans un écosystème, si les acteurs de cet écosystème, entreprises, universités, PME, PMI, évidemment, collectivités locales, ONG, sont capables d'avoir une approche écosystémique, et il y en a avec les groupes de réflexion que vous avez mis en place, mais qu'il faudra élargir, peut-être avec des ONG, des artistes, etc., eh bien, justement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui est proposé au World Economic Forum, ce qu'on appelle le YGL, c'est Young Global Leader. Et le Young Global Leader, vous allez sur Internet, que de la diversité, des gens du monde entier, des jeunes, qui, évidemment, sont aussi des entrepreneurs, des artistes, des écrivains, des ONG, des hommes politiques, des femmes politiques, bien sûr, etc., des jeunes, des moins jeunes. Voilà. Donc la logique écosystémique, elle est celle-ci. À partir du moment où des acteurs, tout en veillant leurs intérêts, évidemment, mais ce n'est pas de l'égoïsme, parce que si vous mourrez par manque d'intérêt, vous n'êtes plus tellement utile. Hein, okay, c'est pour ça que des fois, certaines pensées de gauche disent « Ah ben les entreprises, ça fait de bénéfices. Ben, mon gars, si tu manges moins que tu dépenses d'énergie, ça va être dur pour toi. Hein. » Donc, la chose étant, donc, c'est maintenant quel est l'objectif de ces profits. Donc, c'est là qu'on arrive à les entreprises hybrides. Mais je reviens sur ce que je disais, c'est qu'en l'occurrence, donc, on voit bien que dans un écosystème, plus il y a d'interactions entre les acteurs, eh bien, plus l'écosystème est riche, résilient et innovant, et il y a 10 fois plus d'espèces. Donc, la logique écosystémique n'a rien à voir avec la logique qui a été celle de l'aménagement du plan qu'on a connu jusqu'à la fin du XXe siècle, qui globalement a apporté du progrès, mais avec ses conséquences négatives que nous devons gérer aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, le numérique et donc l'enjeu des enjeux de société et d'écologie sont absolument indissociables dans l'approche écosystémique. Ça, ce n'est pas de la théorie, c'est évidemment c'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, on parle d'entreprises hybrides. Alors ça fait un petit moment, il y avait pas mal d'études en France là-dessus, notamment qui étaient faites dans certaines grandes écoles, sur la question à qui appartiennent les entreprises. Je ne vais pas aller sur ce débat-là, je ne suis pas compétent et ce n'est pas le sujet demandé. Mais maintenant, on est arrivé à une autre conception qui est celui de l'entreprise hybride. Et l'entreprise hybride, c'est issu de ce qui se fait en Californie depuis 20 ans, ce qu'on appelle Other Purpose Companies, c'est-à-dire des entreprises qui ont plusieurs objectifs. Bien sûr, l'objectif de base qui consiste à faire des bénéfices, d'investir, évidemment d'innover et donc d'avoir du succès, ça, évidemment, ça reste, mais aussi des objectifs très clairs, affichés en termes de RSE. Et à partir de là, tout ceci est dans les textes, c'est un petit peu l'esprit de la loi Pacte hein, chez nous, c'est qu'une entreprise, elle a des actionnaires un petit peu, vous savez, il y a des actionnariats qui sont un petit peu vifs aujourd'hui et qui interviennent de plus en plus, notamment dans le management des grandes entreprises. Bon, si ces fonds ne sont que pour faire des rendements à plus de chiffres, au bout d'un moment, ça tue l'innovation et ça pose des problèmes. En l'occurrence, avec ces statuts, ça veut dire deux choses, c'est que les entreprises doivent également veiller à ce qu'il y ait des résultats sur les objectifs RSE, des résultats évidemment en termes de qualité économique et bien évidemment que ces entreprises vont pouvoir attirer les jeunes talents hein, et aussi les moins jeunes au passage. Donc tout ça, ce n'est pas de l'utopie, c'est vraiment des choses qui se mettent en place. Ce sont de nouvelles prises de conscience avec évidemment des enjeux intergénérationnels. Par exemple, ça c'est pas nouveau, un groupe comme Accor, mais il y en a d'autres. Hein. Vous savez, il y a le top management avec les comités exécutifs, directeurs, patati patata, souvent avec des seniors qui ont un certain âge, pas vieux, mais ils ont 40, 50 ans, 60 ans. Et ils ont doublé avec donc des comités de réflexion et de prospective ou d'innovation qui sont que des jeunes, issus de différentes spécialités, qui ne sont pas décisionnaires, mais qui sont capables d'apporter des propositions par rapport aux enjeux, à leur sensibilité. Et aujourd'hui, ce n'est pas contester les seniors par rapport aux juniors, ou dire que les juniors ont toutes les solutions par rapport aux seniors, mais c'est justement la diversité. Parce que dans le monde darwinien dans lequel nous sommes, c'est un monde de diversité, d'innovation. D'ailleurs, vous avez remarqué, on ne parle plus de progrès, on parle d'innovation. Pourquoi il y a évolution? Parce qu'il y a toujours variation. Et si les variations sont sélectionnées, ça change les équilibres. Donc il faut réinnover. C'est ça la logique darwinienne. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est quelque chose qu'on est en train de retrouver.
C'est comme ça que ça va se mettre en place. Mais maintenant, dans ces approches, il faut, premièrement, de la diversité. Ça, c'est un problème en France, pas pour les startups, pas pour les PME, PMI, un peu moins en région. Un des problèmes en France, c'est la monogamie, c'est-à-dire la tendance qu'on a eue encore dans les grandes entreprises d'avoir des gens top management issus de la même école. Ce n'est pas que les personnes individuellement sont mauvaises, ce sont des personnes excellemment formées. Le problème, c'est la diversité. Donc il n'y a pas de différentes visions du monde. Et deuxièmement, la diversité, c'est bien, mais à condition qu'elle puisse se rencontrer, discuter, échanger et proposer. Donc c'est ce qu'on appelle la deuxième étape, l'organisation. Et ensuite, donc c'est une proposition et on avance, on la met en place. Eh bien, vous êtes sur les 3 articulations de l'innovation darwinienne, diversité, rencontre des diversités, et ensuite, si c'est sélectionné, développement. Voilà comment fonctionne le monde aujourd'hui. Et maintenant, pour terminer, comment ces nouvelles technologies vont apporter donc beaucoup d'éléments par rapport à ça. D'abord, il n'y a pas une intelligence artificielle. Il y a plusieurs intelligences artificielles. Ce qui m'agace, c'est quand j'entends certains philosophes, pas tous heureusement, qui nous disent « Non, non, il n'y a pas d'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas d'émotion. » On s'en fout. C'est quoi ce truc? D'ailleurs, les mêmes philosophes qui n'ont même pas compris que les animaux avaient une intelligence ou des intelligences. Donc ce n'est pas l'intelligence animale, c'est les intelligences animales et les intelligences artificielles. Donc d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles ne font pas? Alors je vous rassure, elles ne seront jamais humaines, même si elles imitent les réseaux de neurones, parce que les réseaux de neurones, c'est des fonctions mathématiques, hein, plusieurs entrées et une sortie, et les algorithmes qui sont derrière ne fonctionnent pas du tout comme la manière dont transmettent les informations dans notre cerveau. Mais c'est ce qu'on appelle la bioinspiration. Eh bien c'est ça, j'ai peut-être semblé exagérer mon propos en tant qu'évolutionniste en insistant sur les écosystèmes et les logiques darwiniennes, mais derrière cela, nous sommes aujourd'hui dans une biologie de nos sociétés. Une biologie qui est très claire par rapport au climat, par rapport au virus, par rapport aussi à l'innovation. Et l'intelligence artificielle dite moderne, machine learning et surtout deep learning, sont bio-inspirées. On parle de darwinisme artificiel, c'est même pas dans le rapport de mon ami Cédric Vellani, et pourtant c'est des chercheurs français absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où les flux d'informations vont être ceux des humains et aussi des machines. Et là, évidemment, pour les collectivités locales, il y a des enjeux évidemment énormes en termes de politique sociale, puisque l'État, évidemment, s'est déchargé des externalités qui l'embêtaient. Et maintenant, il va falloir gérer tout ça. Donc, c'est assez compliqué, mais les technologies, justement, permettent d'apporter des solutions élégantes. Par exemple, le fait que toutes les personnes quasiment ont un smartphone, bon, certains n'en ont pas, mais là, quasiment tout le monde a un smartphone, ça, déjà, c'est sympa. C'est les gens qui ont acheté, on n'a pas besoin de les équiper. L'autre chose, c'est qu'on voit bien sur les démarches administratives, les notions de blockchain, donc qui permettent d'avoir des fichiers numériques non falsifiables, poser problème d'éthique évidemment, comment on les constitue, mais c'est également les assistants vocaux par exemple. On parle rarement des assistants vocaux. Vous savez que, alors évidemment vous connaissez les bots hein, sur les réseaux, donc les robots qui vous répondent lorsque vous faites des requêtes sur Internet ou sur les réseaux, mais les assistants vocaux, c'est génial. Les grandes entreprises qui utilisent ça déjà, notamment dans l'assurance, c'est absolument fabuleux parce que vous appelez la première fois, la machine ne vous connaît pas. Vous donnez les informations, ok, ça prend un peu de temps. Deuxième fois, vous appelez, la machine connaît tout votre historique, ce que vous aviez demandé, et elle est capable d'aller chercher des informations extrêmement rapidement, de manière instantanée. 70% de satisfaction des clients. Les gens savent qu'ils ont affaire à une machine. Et c'est là qu'il faut réfléchir différemment avec l'arrivée de ces outils. On comprend qu'il y a une crainte, notamment chez les personnes qui ne connaissent pas bien ces nouvelles technologies, même si elles les utilisent d'ailleurs sans le savoir, qui disent oh, « ça va prendre notre job ». Non, il ne faut pas réfléchir en termes de métier, il faut réfléchir en termes de tâches. Les métiers ne vont pas disparaître, c'est les tâches qui sont en train de changer. Donc, aujourd'hui, repenser une transformation numérique dans les entreprises et dans les métiers, c'est d'une part où les machines sont meilleures, ben oui, elles sont faites pour ça, où les humains sont meilleurs, et également les tâches hybrides. Les tâches hybrides, c'est-à-dire les tâches homme-machine. Et il faut bien comprendre que justement, notamment dans la gestion des collectivités locales et des besoins des citoyens, connaître chaque citoyen, connaître leurs besoins, c'est une avancée extraordinaire, compte tenu, évidemment, il faut tenir compte de tout ce qui est lié à la préservation des données personnelles, ça vous le savez aussi bien que moi, mais en l'occurrence, c'est ça ce nouveau changement auquel on est confronté, c'est que nous avons basculé en quelques années dans une économie ou une administration de masse personnalisée. Par exemple,
j'étais un peu plus au sud à Poitiers, sur l'Université du Futur. Il y avait le général Denis Mercier, 5 étoiles, général 5 étoiles, français, responsable de la transformation numérique des armées de l'OTAN. Vous voyez à qui on a affaire. Eh bien, il disait, j'ai les mêmes problématiques que vous. Les armées, jusqu'à la fin des fondements du mur de Berlin, elles étaient faites pour gagner des batailles. Terminé. Aujourd'hui, c'est toute l'armée qui met ses dispositifs autour des commandos, qui sont capables d'avoir une restitution en 3D de la situation dans laquelle ils sont et tous les systèmes d'armement avec les chaînes de commandement qui sont à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est complètement, chaque situation est unique et tous les outils sont faits pour personnaliser. Ce soir, je suis au Grand Palais avec le Nouvel Observateur autour d'un numéro spécial qui vient de sortir sur le monde de 2049 pour parler de la médecine demain. Nous allons de plus en plus aller vers la médecine 4P personnalisée en connaissant votre génome, bientôt l'épigénétique, microbiote, on le connaît de mieux en mieux. Il y a déjà des solutions en immunothérapie. Ce n'est que le commencement des mondes adductifs. Les évolutions vont être absolument extraordinaires. Donc on va vers la médecine personnalisée. On devrait aller aussi vers l'enseignement personnalisé. Alors là, pour 20 ans, on travaille à l'Éducation nationale sur les programmes. Pas gagné, mais là aussi, on va revenir à un préceptorat au sein de la classe sur des modes pédagogiques de progrès. Évidemment, ceci est compliqué. Tant que les enseignants auront du mal à comprendre ce qui se passe en moyenne, beaucoup sont déjà là-dedans, tout ceci bloquera en tout cas au niveau national. Eh bien, c'est pareil aussi ce qu'on appelle la révolution copernicienne de la relation client. C'est-à-dire que longtemps, les entreprises produisaient, ensuite on vendait, marketing, publicité, force d'achat, enfin de vente, pardon. Ben aujourd'hui, c'est inversé, donc on a des problématiques centrées clients, et ça, c'est parce qu'on a les données sur les personnes avec des propositions. Ce que fait très bien l'intelligence artificielle, mieux que nous, mais ce n'est pas qu'on n'est pas capable de le faire. Elle le fait 100 000 fois plus vite que nous. C'est comment elle est capable de vous faire des propositions. C'est une forme d'intelligence artificielle, surtout machine learning, qui est très important pour notamment les collectivités locales, les services, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être capable de plus en plus d'apporter un service personnalisé et même d'être capable d'anticiper les besoins ou même de percevoir des difficultés auxquelles les personnes ne pensaient pas. Donc ce n'est pas une évaluation de la vie personnelle, mais ces machines ne vous donnent pas la solution, elles vous font des propositions. Et c'est vous ensuite qui décidez de voir les personnes, de discuter avec elles, et c'est ce qui se fait évidemment comme cela. Alors, tout ceci, ce n'est pas la science-fiction, ça existe déjà. Très clairement, les virus en Chine, ça va mal, mais en tout cas, en numérique, ça va très bien chez eux. Et par exemple, il y a une boîte d'assurance qui s'appelle Ping An, qui a été créée en 1988, qui justement s'est investi complètement à travers le numérique dans le monde de l'assurance. On considère qu'avec l'intelligence artificielle, ils ont 25 ans d'avance. C'est absolument hallucinant. Donc, tout ceci nous décrit un monde qui n'est pas un monde en rupture totale. Ce n'est pas, je vous l'ai dit, les secteurs économiques ont été impactés au départ avec ce qu'on appelle l'ubérisation, ce néologisme généralisé, évidemment, sont toujours là, c'est améliorer les services, que d'une certaine manière, nous sommes capables, évidemment, d'avoir des propositions nouvelles et de faire de la prospective beaucoup plus ciblée auprès des personnes et de leurs attentes, que ceci nécessite effectivement une approche écosystémique et les secteurs qui ont été trop longtemps, mais ce n'est plus le cas maintenant, mais trop longtemps, il n'y a encore pas si longtemps que ça, séparés entre le secteur des collectivités locales, le secteur administratif et des entreprises, et encore trop souvent entre les universités et le reste du monde économique, tout ceci est en train de changer. La semaine prochaine, je suis à la métropole de Lille. Ça avance très vite. Les collectivités locales avancent bien. Une suggestion, cher Président, il faudrait que vous ayez dans votre belle ville un espace Darwin écosystème. Alors, quelqu'un connaît Darwin écosystème? Ouais. Donc c'est à Bordeaux, j'étais le parrain de cette affaire-là, mais d'un point de vue conceptuel. C'est-à-dire c'est le lieu de Bordeaux où se fait l'innovation. Ils ont pris une fiche industrielle, vous avez les ONG, les entreprises, les communautés locales. Hein. Au début, quand j'allais là-bas, je demandais au taxi, amenez-moi donc à Darwin Écosystème. Il me disait, c'est où? J'ai dit, de l'autre côté de la Garonne, en face de la place de la Bourse. Maintenant, quand j'y vais, c'est où la Bourse? En face de Darwin Écosystème. C'est anecdotique, mais ça montre le dynamisme et le changement. Donc voilà, cette logique aujourd'hui, c'est ça que permet le numérique, qui était très bien esquissé tout à l'heure par les deux présidents, enfin président et vice-président, c'est que le numérique, il ne faut pas l'envisager comme du solutionnisme, comme les transhumanismes. Ce n'est pas que de l'incrémental. Pour les entreprises, les collectivités locales, et même pour notre vie de tous les jours, c'est des changements de notre manière de faire. Et le numérique, justement, qui est non pas une injonction,
mais qui ce sont des outils, mais les outils, c'est toujours au service d'un projet. Et ces projets, évidemment, doivent tenir compte des enjeux sociétaux, qui sont très vifs, évidemment, pour les collectivités locales, mais aussi des enjeux d'innovation entre les entreprises. Voilà, bienvenue dans le monde darwinien. Moi, je trouve qu'on vit une époque formidable. Merci. Est-ce que vous avez besoin de remplir des besoins bassement humains, boire un coup, par exemple? Il n'y a pas de bassement humain. C'est de l'eau, en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence très inspirante. On va passer à une question de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions à poser à Pascal Pic? Pas encore? Vous faites les timides? Ah, on a une question. Est-ce que je peux prendre ce micro, du coup, et puis je vais vous le rapporter afin que tout le monde entende votre question. Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord pour cette conférence très inspirante. Je me présente, Benjamin Didier, je suis formateur dans la technologie blockchain, les crypto-monnaies. Vous avez parlé de la blockchain comme rapidement sur la gestion de données avec des problèmes qui vont être associés. Que pensez-vous du côté crypto-monnaie aussi développé autour de la blockchain, notamment Bitcoin? Voilà. Merci. Il y a un deuxième micro en salle, hein, je ne l'avais juste pas vu. Tenez. Merci. Le problème de la crypto-monnaie, c'est la confiance. Et puis, on sait que la plus connue, mais qui pose des tas de problèmes, c'est les bitcoins, mais ce n'est pas la meilleure référence. C'est très amusant de voir comme le secteur bancaire donc, approche cette question-là. Parce que, par exemple, le CEO, comme on dit chez les gens branchés, de JP Morgan, a dit les blockchains, ça ne sert à rien. J'ai entendu, je suis intervenu pour le Crédit Suisse, ça ne sert à rien, mais ils investissent comme des malades là-dessus. Donc, il est très clair que pour l'instant, les blockchains sont arrivés, ça fait 11 ans maintenant, enfin 12 ans, en octobre 2008, à travers donc, les bitcoins, sauf qu'on ne sait pas qui l'a inventé. Et par contre, ça pose beaucoup de... Alors la technologie, par contre, c'est intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est comment la technologie blockchain, aujourd'hui, est en train de se décliner, parce que jusqu'à présent, mais Madame Léonard Buzy va en parler, c'est que les blockchains, ça bouffe une énergie pas possible. Ce qu'on appelle le mining, qui consiste à valider tous les fichiers jusqu'au début, jusqu'au premier fichier, donc les blocs de fichiers, qui sont les blocs de fichiers qu'on appelle blocs de chaîne, ça bouffe une énergie pas possible. Rien que les bitcoins, qui représentent quand même une partie infime de l'économie mondiale, consomment plus d'énergie que l'Irlande en une année. Donc ça, c'est les grands enjeux dont vous aurez une conférence tout à l'heure, c'est qu'en effet, c'est que nos technologies consomment une énergie pas possible. Donc c'est pour ça que les deux problèmes, les deux aspects sont indissociablement liés en termes donc d'externalités négatives. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, les technologies blockchain, vous connaissez bien mieux que moi évidemment, se déclinent de manière plus économique et plus rapide et plus précise. Donc il va y avoir, dans l'énergie, ça existe déjà, mais effectivement pour les diplômes dans les universités, pour le serpent de mer en médecine qu'on appelle le dossier médical personnalisé, tout ça évidemment va certainement arriver assez vite dans les années qui viennent, mais ça pose un problème, vous êtes formateur, de perception, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Alors évidemment, on sait que c'est infalsifiable, ça c'est le côté assez rassurant, mais qui valide les fichiers? Alors quand on est dans des domaines comme les nôtres, avec préservation des données, ça va. Mais par exemple, sur des monnaies cryptées, la plupart des miners, ceux qui valident les fichiers, sont des Chinois, et les Chinois ne sont jamais complètement indépendants, non déplaise à ce que dit monsieur le PDG de Huawei. Hein. Donc voilà, donc le fichier, oui, mais maintenant, qui constitue le fichier, comment voilà. Mais néanmoins, il est vrai que ce sont de nouveaux tiers de confiance qui vont être extrêmement importants pour les collectivités locales, pour gérer tous les aspects sociaux. Donc voilà, on n'en est qu'au début et me semble-t-il que le frein principal actuellement, c'est un peu l'accessibilité et la compréhension de ces technologies, mais ça avance. Mais le gros problème, c'est l'aspect écologique, donc évidemment consommation d'énergie, qui est absolument, qu'il faut vraiment traiter parce que sinon ça ne passera pas, quoi. Ça c'est très clair, indépendamment de ce que ça peut apporter techniquement. Merci. D'autres questions? Non, moi j'en ai une. Vous parliez de RSE tout à l'heure, de responsabilité sociale des entreprises, et je me demandais si pour les entrepreneurs que nous avons dans la salle, souvent des TPE, PME en région, vous auriez des pistes pour justement aller vers le RSE plus facilement qu'un grand groupe. Les PME toutes seules, c'est très compliqué parce qu'évidemment, ils ont des charges de travail énormes, beaucoup de contraintes et, comme on dit, clairement le nez dans le guison, on est bien d'accord. Mais ça, c'est le rôle des collectivités locales, d'organiser effectivement des lieux, des occasions. Alors, pas que celui-là, ça c'est un grand événement, mais plus régulier,
où il y a des échanges de bonnes expériences. Écoutez, des associations entre dirigeants, moi je connais. Alors, je suis très ému parce que ma toute première intervention dans le monde économique et social, c'était pour les 10 ans de l'association du progrès du management, et c'était ici, en 97. Vous voyez comment le monde a changé en 20 ans. Donc, des associations, il y en a, mais moi, je n'ai pas un bon souvenir d'une partie de la PM à une époque, donc association que j'appelle parfois préhistorique du management, parce qu'ils étaient très hostiles à ces questions de RSE et de climat. Les jeunes arrivent, c'est en train de changer, donc voilà, donc ça avance bien, et il est très clair qu'on n'est pas dans un monde où il faut tout inventer. On sait à peu près ce qu'il faut. On est un monde dans lequel il faut créer les nouvelles synthèses, les nouvelles façons de travailler. Donc les PME toutes seules, non, elles ne peuvent pas faire ça, c'est compliqué, elles ont beaucoup de contraintes. Par contre, d'être sur des lieux de réflexion, d'échange, de bonnes pratiques et d'entraide, comme je disais, dans la philosophie des systèmes écosystémiques, eh bien là, effectivement, c'est là que ça peut se faire. Un exemple concret, une fois de plus, ce n'est pas la théorie. Il y a déjà 10 ans, j'avais remis des prix d'innovation en Alsace, ça s'appelle ID Alsace. Et là, donc, les dirigeants d'entreprise et les dirigeantes, bien sûr, se réunissaient. Et il y en avait un, il dit, mais moi je fais du bois, je suis dans la menuiserie, je ne sais pas quoi foutre de mes déchets, de mes sueurs. Et l'autre côté, il faisait de la fonderie. On a besoin de combustible. Non, c'est ça qui est important, l'exemple est paradigmatique. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et ils ont créé une ligne de mobilier urbain absolument extraordinaire. Donc ils n'ont pas fait qu'un transfert d'énergie, ce qui est déjà intéressant en soi, je vous ai bien compris. Mais en étant ensemble, ils ont créé quelque chose de nouveau. Donc c'est ça l'enjeu, hein. C'est l'intérêt écosystémique. Donc il y a plein d'endroits comme ça où ça se fait. Darwin Écosystème, ça se fait. Donc bon, je sais qu'il y a des groupes de réunion sur le numérique, mais comme je vous disais, autre chose qui est très important, parce que personne ne sait où va ce monde, il y a une entreprise qui s'appelle la Shell. Vous savez qui c'est quand même, hein. Et la Shell est réputée pour faire ceci depuis 30 ans. Ils ont un groupe de réflexion complètement interdisciplinaire et interculturel, comme je disais tout à l'heure, et ils leur demandent de faire très sérieusement des propositions de scénarios possibles ou impossibles dans le monde qui vient. Alors je vous rassure tout de suite, tout ce qu'ils proposent n'est jamais arrivé. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de se dire qu'on a réfléchi aux changements possibles ou même ceux les plus improbables, et ça nous met dans une attitude qui veut dire que quand ces changements arrivent, on est dans la capacité de répondre beaucoup plus vite à ces enjeux-là. Donc, c'est comme ça que les Anglais, d'ailleurs, ont rendu les Allemands complètement fous pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient un groupe à côté de Churchill, le cabinet noir, avec des scénaristes, des écrivains, des poètes, des gens complètement farfelus, qui ont monté des scénarios complètement hallucinants, et les Allemands, qui sont, eux, sont tombés dans le panneau à chaque fois parce qu'ils n'imaginaient pas qu'ils puissent être... Voilà. Tout ça, ça veut dire que c'est un travail sur l'imaginaire, c'est-à-dire qui prépare la prospective à l'adaptation. Parce que nous, les humains, c'est ça par rapport aux autres espèces, c'est que nous sommes, c'était très bien dit par les vice-présidents et le président, nous sommes dans des représentations. Quelles sont ces représentations? Quelles sont ces idées? Et ça qui est humain, sur les possibles du monde de demain. Eh bien, le préparer, c'est pas que le subir et de réagir, c'est être capable aussi d'ouvrir des... Et c'est pas la prospective, hein, c'est autre chose, c'est ouvrir un jeu des possibles, comme on dit en biologie. Et là, vous revenez justement à un autre aspect de ce que vous avez exposé, c'est la diversité. Et la diversité, est-ce que nos chefs d'entreprise, est-ce que nos entrepreneurs, nos start-upers ici peuvent la créer dans leur entreprise, au-delà du recrutement, je veux dire, au-delà d'y être attentif lorsqu'ils vont recruter, d'aller chercher peut-être des profils atypiques. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour la créer? Alors ça, c'est en train de se faire, mais regardez, pendant longtemps, en Angleterre, c'est pas meilleur que nous dans tous les domaines, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ils recrutaient des gens qui venaient d'histoire. En plus, là, l'archéologie d'histoire à Tours, il y a des gens formidables, et à Orléans aussi. Et donc, qui apportent une autre façon de voir les choses, une vision des choses, même dans la banque. Et ça, on ne sait pas faire parce que nous, on est dans une tradition très en silo. Hein, on a besoin de force on utile. se spécialise très tôt, l'éducation nationale nous spécialise très tôt, donc ça fait qu'on est très bon dans chaque domaine, mais on a du mal à s'ouvrir et à travailler sur ces formes collaboratives. C'est pas qu'on ne sait pas le faire, mais ça n'a pas été notre culture. Et c'est ça qui est en train de changer. Et vous savez, ces coûts de RSE, j'en ai pas parlé parce que vous parlez de diversité. Un des grands enjeux aujourd'hui, évidemment, c'est les femmes dans les entreprises. Et les rapports entre la domination masculine, la technologie et les femmes, c'est un truc d'anthropologie, mais qui date de millions d'années. Et il y a une estimation, alors ça, ce n'est pas un cabinet féministe qui l'a sorti, c'est le cabinet McKinsey. Les meilleures études que l'on a sur la discrimination
homme-femme, c'est le cabinet McKinsey, c'est en ligne, hein, c'est gratuit. Eh bien, on a estimé le coût de la discrimination. Parce que si vous avez bien compris, donc je vous remercie, ça permet de repréciser ce point. Si vous avez compris que dans les mondes darwiniens, toute diversité est une potentialité pour l'innovation, si vous discriminez, vous perdez. Et cette question, ça ne se posait pas dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant, on cherchait des gens avec des formations, des compétences qui qui faisaient les choses bien, pas de souci. Mais la question de la diversité n'est pas là, on cherchait les compétences. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, la notion, c'est les compétences et les diversités. Et à partir de là, on a estimé le coût de la discrimination homme-femme dans le monde. Accrochez-vous, c'est 10 puissance 15 euros, c'est-à-dire, à une échelle de 10 ans, c'est une perte de richesse mondiale de 1 million de milliards de dollars. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on ne s'en est pas rendu compte? C'est parce que le modèle économique qu'on a quitté n'avait pas de préoccupation objective par rapport à ses objectifs et à sa façon de faire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, évidemment, qui est absolument indissociable des entreprises actuelles par rapport à ça. Sur la diversité, j'ai écrit un livre en 2011 qui s'appelle « Un paléanthropologue dans l'entreprise », où j'étais très critique vis-à-vis des grands groupes, parce qu'évidemment, ils étaient bloqués sur leur R&D, centrés sur leur IT, et ils n'étaient pas ouverts au monde extérieur. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de startups, l'approche écosystémique, et ce n'est pas pour rien, qui est Orange et puis Enedis j'allais dire sponsor, mais en tout cas comme partenaire. C'est que les grands groupes ont compris que, bien sûr, ils sont capables de faire l'innovation incrémentale, mais là, je vois plein d'articles en ce moment dans les revues internationales où le problème des startups qui grandissent, et je souhaite que toutes les startups grandissent, c'est qu'au bout d'une certaine taille, ils sont rattrapés par les structures, c'est-à-dire la bureaucratie. Comment maintenir ce dynamisme? C'est le grand enjeu. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien que les grands groupes, Orange, Enedis pour le citer, mais les autres font ça également, tant mieux, c'est qu'ils installent donc des écosystèmes autour d'eux, parce qu'ils ont les fonctions support, ils ont les financements, ils ont du savoir-faire, ils ont une histoire, ils ont des marques, ils ont des connaissances des clients, ils ont des compétences réelles, issues du modèle qu'on est en train de, qui ne va pas disparaître, mais que nous ouvrons aujourd'hui. Et derrière cela, donc, on sait que l'innovation darwinienne, au vrai sens du terme, ça vient des startups. Le vrai enjeu, c'est d'écrire un écosystème, parce que si la startup rentre dans la structure de la grosse boîte, il n'innove plus, et si on met un cadre supérieur bien carré, mais qui fait très bien son job dans la startup ne fait plus rien. Et donc, c'est jouer sur la diversité. Et là, il y a un terme pour ça, on les appelle les Angels Managers. C'est qui les Angels Managers? Les Angels Managers, ce sont des personnes qui ont pour mission de faire en sorte que la startup continue à innover avec de l'intérêt pour les grandes structures et que les grandes structures, évidemment, continuent à en bénéficier, mais sans aller à l'encontre de la spécificité de ce que peuvent apporter les uns et les autres. Et donc, on voit bien que c'est aussi des flux d'informations entre eux. Donc, de nouveaux métiers sont en train d'intervenir par rapport à cela. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Pic. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Est-ce que je peux vous demander, cher ami? Oui, juste là. Voilà. Et ce sera notre dernière question. Bonjour. Bonjour, merci pour cette conférence très éclairante. J'avais une question. On est souvent dans des sociétés, dans des sociétés qui se vivent en manque de sens. Vous avez parlé d'innovation, que l'innovation était en passe de remplacer le progrès, que l'innovation venait de l'émergence d'idées qui sont captées et, je dirais, mises en valeur et exploitées. Comment continuer à déployer, à donner du sens dans une société où l'innovation remplace le progrès? Alors, l'innovation, je n'ai pas été assez précis, donc merci de me rappeler par rapport à cela. L'innovation que pour l'innovation, je suis d'accord avec vous, on ne sait pas trop où ça va, et ça pose un problème de sens. Mais c'était très bien dit une fois de plus dans les deux introductions avant mon intervention, c'est que le progrès, c'est comment ces innovations participent d'un projet. Alors moi, je suis un peu des fois agacé sur ces problèmes de quête de sens, parce qu'il y a deux approches sur la quête de sens. C'est donner un sens, une vision partagée sur les objectifs donc, de l'entreprise, et là, donc, on va s'activer, on va agir. Et puis, il y a l'autre aspect quête de sens que je vois avec tous les gourous actuellement autour des entreprises. Oui, le monde est mauvais, mais prenez sur vous pour subir. Alors, ça va, et le bouddhisme, c'est pas pour les entreprises. Okay, donc, c'est bien d'arriver
avec un peu de plénitude et de bien-être, je suis d'accord. Mais si c'est cette quête aujourd'hui de feel good, c'est pour supporter le monde plutôt que d'agir sur le monde, là, ça dépend de ce qu'on appelle quête de sens. Mais en effet, les études sont très claires, on le connaît depuis longtemps. Si vous êtes sur la chaîne de production et vous faites un boulon sans savoir où ça va, c'est assez frustrant. Mais vous savez que le boulon va partir avec la fusée Ariane, là, quand même, ça fait autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les managers, pour l'entreprise, eh bien, c'est être capable de communiquer sur ce que fait l'entreprise, ses objectifs, c'est des nouvelles formes de gouvernance par rapport à cela. Donc le sens, évidemment, c'est comme l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, mon ami Jean-François Zobrist, qui est à l'origine de ça, il est un peu agacé comme moi parce que ça a été n'importe quoi, ce qu'on a dit par rapport à ça. L'entreprise libérée, c'est libérer des talents dans un objectif partagé. Par contre, c'est ce qu'on entend, c'est l'holacratie. Oui, alors moi, ça me rappelle l'époque avec Rocard, avec l'autogestion. Hein. Ça, c'est des bons souvenirs. Hein. Ça, c'est la préhistoire. Hein. Holacratie, donc il n'y a plus de hiérarchie, ça n'existe pas. Et je vais vous dire, il n'y a pas une espèce de singe ou de mammifère, il n'y a pas de hiérarchie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une société de singes ou de grands singes où il n'y a pas de hiérarchie. La question, c'est comment s'exprime la hiérarchie. Et vous allez voir l'importance, justement, de cette quête de sens et comment, justement, elle se met en œuvre. Je pense que c'est ça la question qui m'est posée. Et donc, l'idée, c'était que, évidemment, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent et ça va venir. Mon œil, ouais, ça ne va rien faire. Mais ça n'a jamais rien fait. Donc, on a regardé chez les singes, ma chère madame. On s'est posé la question, quels sont les groupes qui innovent? Et donc, en fait, c'est tout simple. Hein. On va retrouver les méthodes agiles et tout ça. C'est les macaques ou les chimpanzés. Il y a deux systèmes. Système macaque. Alors, eux, ils sont hyper hiérarchiques. C'est du top-bottom. Pas de culture d'essai erreur. Le statut prévaut sur les compétences. Et donc, ça va du haut vers le bas, top-bottom. Et dès qu'il y en a un ou une qui moufte, c'est la raclée. Traduction, il est viré. Donc, c'est un système qui... Attendez. Les macaques, ça va super bien. Parce que ça va très bien avec leur environnement. Les macaques des côtés ne se comportent pas pareil. Donc, ok. Et là, on s'aperçoit qu'il y a du népotisme. C'est-à-dire des gens de la même famille au même endroit. Vous voyez ? Ça a été la grande entreprise pendant longtemps chez nous. Maintenant, vous avez les entreprises innovantes, dites libérées. Ça veut dire quoi? C'est un top management qui a une expression assez claire du projet de l'entreprise et ce qu'il faut faire, et qui le diffuse. Donc on arrive dans la culture de l'entreprise. Qui, avant de proposer le développement d'un projet, va faire en sorte que ce projet soit discuté par les parties prenantes selon la taille de l'entreprise. Et à partir de là, le faire tester par un ou plusieurs groupes, ça dépend de la taille de l'entreprise, ce qu'on appelle la modularité. C'est-à-dire des gens, et c'est les méthodes agiles, qui sont différents de la structure dans les métiers de l'entreprise, qui se mettent ensemble et qui testent la faisabilité, quitte à améliorer ou à récuser le projet. Et ensuite, ça remonte, et là, le top management, il est garant, évidemment, de l'application et du développement du projet. Mais c'est aussi un top management qui sait que toute personne peut innover. Donc, qui est attentif, effectivement, à ce qu'ont très bien fait les Japonais à une époque, d'ailleurs, attentif au fait que dans tous les métiers de l'entreprise, des gens peuvent innover et apporter, donc, cela. Donc l'entreprise innovante, c'est une entreprise dans laquelle il y a de la culture, de la communication, de l'essai-erreur, et c'est des boucles interactifs entre tous les acteurs de l'entreprise. Et ceci, évidemment, ne peut se faire que s'il y a, j'aime pas le terme de vision, ça fait un petit peu gros, mais en tout cas, s'il y a une perception, une vision partagée par rapport à cela. Et auquel cas, donc, la question du sens devient tout à fait évidente. Merci beaucoup Pascal Pic. Merci d'avoir partagé avec notre salle, merci de l'avoir écouté. On se donne rendez-vous à 11h30 pour la prochaine conférence inspirante. Ce sera donc la fameuse Inès Leonarduzzi pour l'écologie digitale, comment maîtriser l'impact environnemental de nos activités numériques. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup.